Добрый вечер, здравствуйте. Bonsoir à toutes et à tous. Я надеюсь, что все взяли Non, на уроки, потому что сегодня у нас есть выступающие и на русском, и на французском языке. J'espère que tout le monde sont munis des casques, parce qu'aujourd'hui, nous avons des intervenants qui parleront en russe et en français. Donc, давайте начнем. Сегодняшний вечер, on естественно, commence. La soirée d'aujourd'hui est dédiée à la mémoire de Tatiana Shomchev. Ce n'est pas par hasard, vous voyez le portrait de Tatiana Shomchev sur notre scène. À mon avis, c'est le meilleur portrait, l'un des meilleurs portraits. C'était une personnalité extraordinaire et j'ai été présent à la cérémonie d'adieu aux obsèques il y a quelques jours. Moi, je ne veux pas en parler plus parce qu'il y a des personnes qui l'annoncent beaucoup mieux que moi. Mais en effet, c'est le symbole de la nécropole russe, c'est l'une des plus grandes nécropoles russes à l'étranger, qui a consacré plus de 50 ans de sa vie à la conservation de patrimoine. Elle a mis toute son âme dans ce cimetière. Elle l'a protégé. Elle a parlé avec les grands fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de ce cimetière, des problèmes qui sont autour de ce cimetière. Elle a été persuadée de ses connaissances, de la profondeur de ses connaissances sur le sujet sur lequel elle a travaillé. Et nous lui sommes reconnaissants d'avoir protégé et sauvegardé le cimetière, notamment le secteur, le carré russe du cimetière municipal de Sainte-Geneviève-des-Bois. Et aujourd'hui, comme je vous ai déjà évoqué, notre espoir des rêves de Tatiana Shomchev, dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le sujet suivant. Dans l'ère de technologie, l'ère de modernisation, de nouvelles informations numérisées, bien évidemment, le secteur russe de Sainte-Geneviève-des-Bois doit y être impliqué et avoir un dispositif numérisé pour ceci. Il y a 1 an et demi, lors d'une des conversations avec Tatiana Shomchev, l'idée de créer, de mettre en œuvre ce dispositif en ligne, mais dispositif bien encyclopédique est né pour pouvoir toucher l'histoire de Russes à l'étranger et l'histoire du cimetière russe à Sainte-Geneviève-des-Bois. Nous avons voulu créer cette ressource, ce site web, avec un accès libre, afin que tout le monde, notamment les personnes, les descendants, les familles qui sont enterrées, puissent partager avec tous, parce que malheureusement, ces connaissances autrement pourraient être perdues. Et les personnes qui sont liées au cimetière, malheureusement, elles nous quittent avec des années, et il ne faut pas perdre ce lien qui nous lie avec l'histoire des Russes à l'étranger. Et c'était le but principal de mettre en œuvre ce dispositif en ligne. Et pour nous, c'était une excellente nouvelle que Tatiana Shomchev et Nicolas Lopokin, qui sont successeurs actuellement, ils l'ont mis en œuvre, cette idée. Aujourd'hui, c'est la présentation de l'encyclopédie électronique du cimetière Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est un travail extrêmement difficile, pas uniquement de point de vue technologique, mais aussi ce travail pouvait être fait uniquement en équipe et ensemble, avec la participation de tous les descendants et des personnes qui peuvent travailler là-dessus grâce à ces connaissances et ces formations. Je vous rappelle qu'il y a plus de 100 000 sépultures sur Sainte-Geneviève-des-Bois et presque 14-15 000 personnes enterrées. Donc, je tiens à vous remercier toutes les personnes qui ont pris part à la mise en œuvre de ce dispositif. Également sur Zoom avec nous en ligne sont des personnes
qui essaie de contribuer à la recherche et aussi à l'aide de toutes sortes pour les valeurs historiques et commémoratives, notamment sur ce cimetière. Et maintenant, je passe la parole au concepteur de cette nouvelle carte interactive, le président du comité pour l'entretien des sépultures orthodoxes russes en de bois, Monsieur Nicolas Lopokin. C'est à vous. Bonjour. Je m'excuse Добрый день. pour ceux qui parlent russe, qu'il m'est plus simple de m'exprimer en français. Et pour ceux qui ne parlent pas russe, ça sera encore mieux, je pense. Voilà. Donc, voilà, j'ai une petite présentation à faire sur le sujet d'un nouveau site web qu'on a développé, surtout Michel, ici présent, Michel Manago. Et par accident ou par le plus grand des hasards, la personne qui a porté l'âme de ce cimetière pendant plus de 40 ans, pratiquement 50 ans, Tatiana Nikolaevna Shamsheva, nous a malheureusement quitté, a été rappelé à Dieu la semaine dernière. Donc pour nous, on est encore dans ce tourbillon-là parce que les funérailles ont eu lieu avant-hier. Voilà, donc on va essayer de faire les choses au mieux. Voilà, tu peux continuer. Alors, un mot, probablement vous savez ça tous déjà ça, c'est que Sainte-Geneviève-des-Bois, aussi le cimetière, qui est un cimetière communal, a été fondé à cause de la présence à Sainte-Geneviève de la maison russe, c'est-à-dire une maison qui accueillait les personnes âgées. Et qui s'est ouvert en 1927. Donc, en réalité, le fondement historique du cimetière, du carré russe du cimetière, c'est les pensionnaires de la maison russe. Bon, forcément, comme ils étaient âgés, voilà, ils ont commencé à être enterrés dans le cimetière communal. Et très vite, je crois que la princesse Kniagini Michelsk, qui est là sur la droite, a négocié avec la mairie la possibilité d'avoir un carré russe, c'est-à-dire une partie du cimetière consacrée aux gens d'origine russe. Voilà. Michelsk était née Struve. Alors, il se trouve que je suis apparenté avec elle par mon épouse. Voilà. Struve. Elle a ouvert cette maison grâce à l'aide extrêmement importante d'une jeune Anglaise, Miss Dorothy Paget, qui l'a aidée financièrement à faire cet achat. C'était un personnage qui a été très important, et à Sainte-Geneviève-des-Bois, il y a une rue qui porte le nom de Miss Paget. Voilà. Et Madame Tatiana Nikolaevna, dont on va parler, connaissait bien Miss Paget dans sa jeunesse. Elle a passé du temps, mais elle était en Angleterre grâce à elle. Voilà. Donc, il se trouve qu'elle a rencontré, ça n'avait rien à voir avec Sainte-Geneviève-des-Bois d'ailleurs. Voilà. Bon, par la suite, le fait qu'il y ait un carré russe dédié, puis rapidement qui est dédié, a commencé à drainer pas mal de défunts de la région parisienne qui ont voulu se faire enterrer ici, parce que l'endroit était charmant. Voilà. Il faut savoir qu'actuellement, il y a pratiquement 5100 tombes et près de 12 000 défunts dans le carré russe. Voilà. Et ce qui en fait le plus grand cimetière russe en dehors de la Russie. Voilà, tu peux passer au... Ah, ça marche pas. Et parmi ces gens, une bonne partie de l'élite de la Russie du XXe siècle repose à cet endroit. Hein, alors, j'ai mis quelques photos pour illustrer. Ivan Bounin, qui a été prix Nobel de littérature en 1933. Donc là, j'ai mis le fameux tableau qui est à la galerie Tretjakov à Moscou, les deux penseurs, Florensky et Bulgakov. Bulgakov à droite, qui ensuite est devenu prêtre, lui aussi, comme son ami Florensky, est enterré à Sainte-Geneviève-des-Bois, et c'est quand même l'une des grandes gloires que nous ayons. Et puis, bien entendu, Nureyev. Mais il y en a beaucoup d'autres, on en discutait. Moi, je pense qu'il y a plusieurs milliers de personnes dont la destinée est importante et intéressante à être connue. Voilà. Tu
peux continuer. Donc voilà, juste une petite photo de aérienne du site de l'église. Donc l'église a été construite en 1939, en 38-39, inaugurée le jour de la Sainte Protection de la Mère de Dieu, c'est-à-dire Pakrof, en 1939. La guerre était déjà commencée par Monseigneur Eloge, qui a consacré cette église. C'était la dernière église qu'il a consacrée d'ailleurs. Il est mort en 1946. Voilà, et on voit à quoi ça ressemblait à l'époque. On voit que c'était entouré de champs et que le cimetière était, représentait 20% de sa superficie actuelle. Et là, il y a la partie au milieu, il y a une route. Ce qui est vers l'église, c'était la partie russe. Et ce qui est au-delà de cette route, c'était la partie française, qui existe toujours. Ça n'est qu'une petite partie du cimetière actuel. Voilà. Donc, la construction de cette église à cet endroit a augmenté, je dirais, le besoin de se faire, l'envie et le souhait de se faire enterrer à Sainte-Geneviève-des-Bois pour toute la communauté russe de la région parisienne. Voilà. Donc, maintenant, voilà le cimetière en peu de mots. Il y a des tas de bouquins qui ont été écrits dessus qui sont très intéressants. On ne va pas s'étendre. Le comité que j'ai la redoutable tâche de présider, a été fondé en 1952 par le métropolite Vladimir, qui était le successeur de métropolite Loge. Voilà. Ça a été en 52, j'ai retrouvé les décrets. Hein. En 52, en 52, il a fondé un établissement de l'archevêché. Il en a même fondé deux, un pour l'activité liturgique et l'autre pour l'activité du comité, c'est-à-dire l'entretien des sépultures orthodoxes. Voilà. En 67, par commodité, cet établissement de l'archevêché a été transformé en association de loi 1901. Voilà. Alors, à titre d'information, le comité exerce son activité dans les locaux de l'église de la Dormition, donc du cimetière, qui sont mis à sa disposition à titre d'usage gratuit par l'archevêché. Voilà. Alors, le comité regroupe les familles, les parents, les amis des personnes enterrées au cimetière. Voilà. Et son existence est intrinsèquement liée à l'église de la Dormition, bien évidemment, puisqu'ils abritaient au même lieu, que son essence est quand même ecclésiale, puisque c'était la volonté du métropolite Vladimir et, je dirais, de toute la communauté orthodoxe russe de Paris. Et donc, à travers l'Église de la Dormition, il est lié, ce comité est lié à l'archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, dont le siège est à la rue d'Aru, pour ceux qui connaissent évidemment, et à travers l'archevêché à toute l'Église orthodoxe, bien évidemment, et l'Église orthodoxe, en particulier l'Église orthodoxe russe, dont l'archevêché fait partie. Voilà. L'église de la Dormition, c'est quand même un phare dans le cimetière. On la voit de partout, d'à peu près partout. C'est un point de ralliement des différentes tombes. Alors, je dirais que dans tout le cimetière, 99% des tombes ont une croix orthodoxe sur la tombe et que cette croix orthodoxe les relie forcément avec l'église de la Dormition. Hein, donc il y a un lien, on va dire, spirituel entre l'église et les tombes et les sépultures. Alors, cette présence, l'église de la Dormition, c'est d'abord un lieu de prière auquel Michel ici présent et moi, participons fortement. Voilà. Et comme je l'ai déjà dit, d'ailleurs, cette présence explique qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu se faire enterrer ici. Je prends l'exemple de mes parents. Ils avaient la possibilité d'être enterrés là où mes grands-parents paternels étaient enterrés à Clamart, avec tout un tas de gens très prestigieux de leur famille. Mais finalement, ils ont préféré être enterrés à Sainte-Geneviève-des-Bois, où il y avait mes grands-parents côté maternel, justement parce qu'il y avait un esprit et une église orthodoxe qui leur convenait bien. Voilà. La préservation du caractère spirituel de ce lieu, que tous les visiteurs ressentent et recherchent, est à l'origine de la mission du comité. Hein, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire que c'est spirituel, il faut y travailler. Il faut que le cimetière, les tombes et les sépultures soient entretenues. C'est un vaste sujet dont on a encore parlé il y a une demi-heure.
Hein. Alors, le comité, dans sa configuration actuelle, essaie de préserver le cimetière, a du mal d'ailleurs, mais entretient les tombes, en particulier celles des adhérents. Les adhérents, ça fait 10-15% du total des tombes, c'est pas beaucoup. Mais à l'échelle des restes de notre première immigration russe, et qui a plus de 100 ans, c'est énorme. Voilà. Il n'y a pas d'autres associations dans nos milieux qui regroupent autant d'adhérents. Donc, on travaille sur le paysage spécifique du cimetière, on assiste les familles dans les démarches administratives, ecclésiales, etc. Et sur d'éventuels travaux concernant les sépultures, il y a des gens qui veulent refaire des plaques, des croix, on leur donne des conseils en fonction de la loi, parce il y a quand même un certain nombre de règles à respecter, et en fonction de notre connaissance des différents fournisseurs possibles. Voilà. C'est un sujet qu'on a l'intention d'ailleurs de développer dans les années qui viennent. Et là, en fait, cette préservation du caractère spirituel, mais qui passe par une action matérielle, c'est tout à fait le rôle du comité tel qu'il a été voulu par les fondateurs du comité. Voilà. Et on est tout à fait dans cette optique-là. On voudrait faire plus et mieux, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Donc, juste à titre d'information, il faut savoir que c'est dans la crypte de notre église que reposent tous nos hiérarques, métropolites, archevêques, évêques. Vous voyez, voilà, c'est une petite photo. En deux mots, c'est un très très bel ensemble pictural. C'est magnifique. Malheureusement, comme vous pouvez le voir un petit peu, les peintures sont dégradées. Alors, on a un programme de restauration de ces peintures. On espère démarrer à la belle saison pour pouvoir restaurer. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on collecte des fonds. Et là, on pense qu'on va pouvoir démarrer probablement au mois de mai la restauration de cette magnifique crypte. On a déjà l'année dernière refait tout le système de drainage autour de l'église, pour pouvoir effectivement assécher, parce qu'il y avait beaucoup d'humidité. Voilà, et probablement de l'eau de pluie qui s'était introduite. Et là, a priori, maintenant, ça s'est bien asséché, on va pouvoir restaurer. Voilà. Vas-y. Bon, voilà, en deux mots, après avoir été, juste pour dire que ce comité a été dirigé comme ci, comme ça, par les différents recteurs de l'Église, donc pendant une vingtaine d'années, à partir de la fondation. Et le comité a connu une période, quelque chose de formidable, c'est qu'on a trouvé Tatiana Nikolaevna, qui habitait Sainte-Geneviève-des-Bois, et qui a accepté de prendre en charge tout l'aspect, la gestion du comité et tout l'aspect administratif de l'Église. Donc, et ça, c'est notre chère Tatiana Nikolaevna qui a repris ça et qui a mené ça pendant pratiquement 50 ans. Voilà. Elle a malheureusement, comme je vous l'ai dit, elle a rejoint notre Seigneur la semaine dernière. Voilà quelques photos une photo de ses funérailles à gauche, qui ont été présidées par l'évêque Élisée de Reutov, je crois, voilà, qui était alors pour l'anecdote, Monseigneur Élisée a été un salarié du comité et a travaillé sous la direction de Tatiana Nikolaevna. Et son point de vue, c'est que ça lui a fait beaucoup de bien, parce qu'elle l'a, voilà. Voilà, et puis bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Tatiana Nikolaevna? Elle a eu un parcours professionnel de premier ordre pour l'époque, parce que c'est une femme quand même, et pour une fille d'émigrés russes. Hein. C'est comme, tu as la même génération que mes parents, c'est des gens qui n'ont pas eu l'occasion de faire des études parce qu'ils se sont trouvés coincés entre une famille qui ne parlait pas français et à laquelle il a fallu rapidement assurer une subsistance parce que les parents n'étaient pas forcément en état d'assurer eux-mêmes la subsistance. Elle a dû commencer à travailler très jeune. Elle a eu le certificat d'études de manière brillante, ce que je m'a raconté. Voilà. Mais elle a fait, je dirais, par ses grandes qualités d'intelligence, de rigueur, de ténacité et d'altruisme. C'est quelqu'un qui pensait beaucoup aux autres. Elle a réussi déjà dans sa vie professionnelle et ensuite à la tête du comité. Bon, ça, j'ai décrit un peu la personnalité. Il faut savoir que Tatiana Nikolaevna a un caractère fort et trempé. Hein, c'était quelqu'un de pas facile du tout.
moi, je me suis toujours très bien entendu avec elle, mais je suis arrivé après, on va dire, hein, donc je n'ai pas eu affaire à elle. Mais ces qualités-là lui ont permis déjà d'avoir une église et sa propriété qui sont en état impeccable. Croyez-moi, quand vous regardez ce qui reste des biens qui ont été créés en France par la première immigration russe, c'est tout à fait remarquable. Hein, ailleurs, c'est pas forcément du tout comme ça. Le comité est un interlocuteur reconnu de la municipalité, de son administration, des autorités ecclésiales, de l'ensemble de la communauté d'origine russe à Paris, de la Fédération de Russie. Elle a reçu l'ordre de l'amitié sur décret signé du président de la République et tout le monde sait qu'elle a su établir une relation personnelle avec le président de la Fédération de Russie quand celui-ci a visité le cimetière en 2000. Vous voyez là, une belle photo. Voilà. Et je dirais, moi, ce qui m'importe, c'est que sans bruit, parce qu'elle a fait ça quand même discrètement, elle a su à ce que le cimetière garde son aspect unique et son caractère de haut lieu de spiritualité, restant fidèle à la vocation du comité. Voilà. Donc, d'un point de vue ecclésial, c'était une laïque engagée dans l'Église et qui a assumé la tâche matérielle nécessaire pour que l'Église fonctionne. À ce titre, elle a toujours été très fidèle à notre archevêché des églises de tradition russe. Elle a été longtemps membre du conseil de l'archevêché et elle a toujours entretenu des relations de respect et d'amitié avec nos différents archevêques dirigeants. Moi, personnellement, j'en ai vu 3. J'ai été frappé par le fait qu'elle avait, avec les 3, elle savait trouver le ton et la manière de s'adresser, alors qu'ils étaient tous les 3 très différents. Voilà, et que tous les 3 avaient un grand respect pour elle. Voilà. Et récemment, elle a été décorée, là aussi, mais cette fois par le métropolitain de Doubna, sur la photo de l'ordre de Saint-Alexandre Nevski. Vous avez une belle petite décoration et même un diplôme. Alors là, sur la photo, on la voit avec son neveu, Cyril, qui a toujours été à ses côtés. Voilà. Moi, alors si je puis me permettre, j'ai fait un petit slide un peu personnel. Hein, on me voit avec elle. Elle m'a choisi comme successeur, moi qui n'étais venu que comme chef de chœur à Sainte-Geneviève, c'était ma... Voilà. Elle m'a envoyé siéger au conseil de l'archevêché. On va dire qu'elle m'a fortement poussé à y aller, où je me suis retrouvé secrétaire diocésain, ce qui n'était pas une mince affaire dans la période où je l'ai été, puisque je me suis retrouvé en plein milieu, on s'est retrouvé, l'archevêché s'est retrouvé en plein milieu du conflit ecclésial opposant les 2 patriarcats de Moscou et de Constantinople, au sujet de l'Ukraine en particulier, mais aussi de notre diocèse, puisque Constantinople a cherché à le démolir. Bon, et ce qui explique que maintenant, que notre diocèse est maintenant membre du patriarcat de Moscou, et probablement c'est très bien comme ça. Elle m'a toujours supporté, on a beaucoup discuté de ces choses-là, même si, et ça m'a donné surtout de la confiance en moi-même, parce qu'elle avait beaucoup de sang-froid, beaucoup de volonté et de l'énergie à revendre. Elle était du matin au soir, elle n'arrêtait pas, même à 90 ans passés. La succession, elle est quand même, tu peux revenir s'il te plaît, la succession est quand même redoutable, parce que il y a beaucoup de questions qui se posent autour du cimetière, parce que c'est quand même un sujet compliqué. D'un autre côté, l'héritage est parfaitement en ordre, hein, le comité est géré, est parfaitement géré, et il y a une très très bonne équipe en place. Voilà. Et finalement, je dirais que j'étais un peu effrayé au début quand elle en a parlé, et finalement, je me suis pris au jeu. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de parents, j'ai mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, j'ai 2 sœurs, j'ai des cousins, des cousines, des amis, etc. Ce qui fait que je me suis dit, cet endroit, on ne peut pas le laisser tomber comme ça, il faut qu'on s'en occupe. Voilà. Voilà, je voulais juste souhaiter une mémoire éternelle à Tatiana Nikolaevna. Maintenant, parlons maintenant du site. Le site a été créé en 2021 avec l'accord de Tatiana Nikolaevna. On lui en a parlé. Elle a été d'accord, elle a bien compris. C'est donc Michel qui est là présent, Mich, et ce qui s'en est occupé. Mich est un ingénieur informaticien de très haut niveau. C'est déjà le 3e site qu'on fait ensemble. Et je peux vous dire qu'avec lui, il n'y a jamais on va toujours jusqu'au bout. Il n'y a pas d'échec possible. Et on va jusqu'au bout et on arrive à un niveau d'excellence. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un à remercier ici, c'est Michel. Voilà.
Donc, Tatiana Nikolaevna avait bien compris que les moyens de communication traditionnels utilisés par le comité commençaient à être sérieusement désuets. Donc, on a travaillé dessus et tu peux passer à la page suivante. Et en plein accord avec la mission du comité, on s'est fixé les objectifs suivants. Établir une cartographie interactive du cimetière, que Michel va vous montrer. Chaque jour, un peu moins souvent en ce moment, mais quand même, chaque jour, on a des visiteurs qui viennent nous voir et qui demandent où sont les tombes de leurs parents, voire de quelqu'un dont ils ont entendu parler. Et on a un outil pour leur répondre immédiatement. Donc ça, c'est pour leur répondre immédiatement. L'autre mission, c'est dans le cadre de la sauvegarde et de l'hommage et de la sauvegarde de la mémoire de nos défunts. Le site a ouvert la possibilité à chacun, et en premier lieu aux adhérents, aux descendants du comité, mais en fait à tout le monde, d'y déposer une biographie des défunts. Sans attendre, nous avons déjà introduit un certain nombre d'éléments dont nous disposions ou qu'on a été chercher à droite ou de gauche, avec l'aide de nos partenaires du cercle, c'est ça, le cercle des historiens de Sainte-Geneviève-des-Bois, l'association des Amis de l'Histoire l'association des Amis de l'Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois, que ça soit aussi au comité où nous avions énormément de fiches qui avaient été rédigées, on les a tous saisies et rentrées. Voilà ce que je voulais dire. Je crois que c'est tout, et je vais laisser la parole. Николай Михайлович, огромное спасибо. Ну, вот действительно, в вашем выступлении, в вашей презентации как раз отражены основные мысли. Конечно же, спасибо. Rappeler le rôle énorme, colossal de Madame Chomcheva. Difficile de dire tout ce qu'elle a fait pour ce cimetière. Ce qui a été bon à savoir, c'est que le site va être enrichi par toutes les données, entre autres par les données fournies par M. Jean-Pierre Lamotte. On recourt à Wikipédia également. Ce qui est important, c'est que les historiens et tous les gens qui s'intéressent à l'histoire du cimetière sont connectés à ce site. Donc, vous avez entrepris le travail. Nous essayons d'être utiles et le directeur exécutif du fonds est membre du présidium du Soviet de la Société historique russe. Et donc, Monsieur Mogilevski, donc on passe la parole à Monsieur Mogilevski, qui salue tous les présents. Très content d'assister, ne serait-ce que de cette manière-là, à cette rencontre, qui est un événement très important. Je voudrais dire avant tout que pendant ces jours tristes, nous nous souvenons de Madame Chomcheva. Nous connaissons parfaitement bien son apport énorme dans l'activité autour du cimetière. Bien sûr que les gens comme elle restent dans l'histoire, qu'elle repose tranquillement. Donc cette année, c'est l'année
du centenaire de la fin de la guerre civile en Russie. Donc, c'est très marquant que ce site est inauguré pendant cette année-là. Donc, à cette époque, la guerre était déjà terminée, y compris l'Extrême-Orient. Et ce centenaire, c'est est propice aux réflexions concernant la guerre et la société. Ce qui est le plus triste, et qu'on a parfois l'impression que cette guerre n'est pas terminée définitivement. Malheureusement, elle n'est pas terminée dans les têtes de nos compatriotes, quelle que soit leur activité. Souvent, les gens ont besoin de se partager en blanc et en rouge. Ce n'est pas bien. Donc, il faut essayer de le surmonter. La guerre civile a fait une quantité énorme, des centaines de milliers de morts. Impossible de les comptabiliser tous. Beaucoup de nos compatriotes ont été obligés de quitter la Russie, la patrie. Les gens qui sont restés en Russie pour eux aussi, c'est une tragédie qui ne doit plus avoir lieu. Donc, c'est la mémoire qui doit unifier les gens. Ceux qui ont participé à la guerre ont essayé d'inculquer l'idée que la Russie doit exister, doit se développer, mais on le voyait de différentes manières. Donc, on a très envie d'y réfléchir, de discuter et de se souvenir des gens qui avaient vécu il y a un siècle et on comprend que chaque vie a une fin, mais on doit quand même se rappeler de tout cela. En ce qui concerne le cimetière, l'histoire de la Russie, on peut étudier l'histoire de la Russie en regardant les noms des gens qui reposent dans ce cimetière. Les gens, les Russes qui arrivent en France veulent toujours venir à Sainte-Geneviève-des-Bois pour voir les sépultures des gens célèbres qui y reposent. C'est une partie intégrale de la Russie, une partie qui assure le lien entre la Russie et la France. La France, le pays qui avait adopté des milliers de Russes. Je suis entièrement d'accord avec M. Volkov
qu'il y a encore énormément de choses à faire. Je vous assure qu'il y a un très grand nombre d'historiens en Russie qui étudient l'histoire, ne serait-ce que la maison des Russes à l'étranger, sise à Moscou. Donc, qui étudie la vie des gens qui ont été obligés d'émigrer. Donc, on utilise les archives Pour nous, les historiens russes, c'est bien sûr, et non seulement pour les historiens, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire russe, c'est un très bon cadeau. Donc, nous remercions infiniment tous ceux qui avaient travaillé pour établir cette carte interactive. Donc, il serait bon d'organiser un séminaire afin que les informations concernant les gens qui reposent au cimetière de Sainte-Geneviève-de-Bois soient la plus complète possible. Moi-même, je n'ai pas de membres de famille qui reposent à Sainte-Geneviève-de-Bois. Je suis Constantin Mogielewski et il y a quelques années, j'ai appris que mon homophone a été prêtre à Sainte-Geneviève-de-Bois, qui n'est plus de ce monde, mais je trouve que c'est notre mission commune et c'est mon devoir personnel. Je remercie beaucoup la maison russe et les gens qui, malgré la pandémie, sont venus. Et je pense que d'ici peu de temps, nous aurons l'occasion de nous rencontrer en Russie et en France pour continuer notre travail commun. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention très émotionnelle, malgré l'heure tardive, parce qu'il y a un décalage horaire entre nos deux pays. En ce qui concerne les cimetières, il attire beaucoup de gens. Il y a des bénévoles qui comprennent l'importance de la nécropole et qui sont prêts à faire toutes sortes de travail. Donc, aujourd'hui, nous venons d'entendre que vous aussi, vous êtes prêts à nous aider. Il y a quelques années, juste 2 semaines avant le début de la pandémie, on vous attendait ici, mais de toute façon, votre visite et celle du président de l'association historique va avoir lieu prochainement. Maintenant, la parole sera donnée à la personne principale qui saura expliquer
le sens et l'utilité de ce projet. Но вот он готовый продукт, и он перед вами, и в нем заложено много интеллекта, много технологий. Le projet a abouti, il a demandé beaucoup de force, beaucoup de connaissances. On a utilisé les technologies les plus modernes. Donc, c'est Monsieur Mikhail Manago, qui est secrétaire du comité concernant la conservation et l'entretien des sépultures orthodoxes russes à Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc, je vais vous expliquer. Donc, ce site est disponible à l'heure actuelle à l'adresse cimetière-russe.org. On peut considérer aujourd'hui que c'est son lancement officiel puisque cela fait depuis 1 an et demi que nous travaillons à son développement. Le site en lui-même est certes fait appel à des techniques modernes dans le cadre d'un projet d'innovation digitale, mais ce qui a été aussi extrêmement compliqué compte tenu du nombre de défunts, c'est bien sûr de rentrer toutes les données qui existaient principalement sous format papier. Donc, pour cela, nous avons eu 2 apprentis qui ont collaboré à ce projet, un de l'école de l'image des Gobelins, qui a travaillé à la fois sur la programmation et sur les données, un autre apprenti ingénieur de l'école EFRE, qui est une école d'ingénieurs en informatique, moi-même et un de mes collaborateurs. Nous avons donc 4 personnes qui, pendant 1 an et demi, ont travaillé d'arrache-pied sur ce site. Donc, vous avez une partie institutionnelle sur le site, donc la page d'accueil, qui va parler effectivement du comité d'entretien des sépultures, de donner quelques informations de base sur la nécropole russe, sachant que le site est trilingue, donc en anglais et en russe, n'est-ce pas, et que l'on peut naviguer aussi bien dans n'importe quelle de toutes ces langues. Nous avons ensuite une section à nouveau institutionnelle sur l'histoire, là rien que de très classique, donc des informations sur comment ce site a été construit, différents carousels de vidéos qui montrent par exemple la construction, donc avec des photos de la bénédiction de la première pierre de l'église en 1938, puis des photos de sa construction donc cette photo que nous avons déjà vue de son environnement. Aujourd'hui, l'église et le cimetière n'est plus du tout perdu au milieu des champs, il est perdu dans une masse d'immeubles, de piscines, une mosquée qui n'est pas très loin et ainsi de suite, donc c'est extrêmement occupé. On parle ensuite des différents monuments qui peuplent ce site. L'architecte Albert Alexandrovitch Benoît a non seulement construit l'église de la Dormition, mais il a également construit un nombre de monuments funéraires, des tombes, qui donne un caractère tout à fait spécial et tout à fait unique au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, et des monuments, ce que l'on appelle ici les carrés militaires. Il y a également des carrés civils, comme le carré des chauffeurs de taxi, le carré militaire du général Drozovski, de la Légion étrangère, n'est-ce pas, et ainsi de suite, des cadets russes, etc., etc. Et il y a ensuite la section qui constitue le cœur du site, bien entendu, c'est la section sur les défunts. Il y a 3 modes de recherche. Un mode qui va être sur des personnalités. Bon, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas rater, si vous voulez, mettre effectivement toutes ces personnalités. Ceci étant dit, ce n'est pas l'intérêt principal de ce site. Il existe déjà beaucoup d'informations ouvertes, que ce soit dans des livres comme ceux avec lesquels nous avons travaillé, nous y reviendrons tout à l'heure, que ce soit sur Wikipédia, en français, en anglais, en russe, donc des informations extrêmement éparses, ou dans d'autres sites. Donc effectivement, nous avons récupéré quand même un certain nombre d'informations sur ces célébrités, certaines connues, certaines un peu moins connues,
connus. Hein, donc, par exemple, des musiciens ici, Nicolas Kedroff, fils, et nous avons donc du contenu média pour celui-ci, différentes photos. Et également, comme ce site a été conçu en collaboration et en partenariat avec le service culturel de l'Institut national d'audiovisuel, l'INA, qui possède des archives filmées, principalement les archives de la télévision française depuis l'existence de la télévision, mais aussi des archives qui sont un petit peu plus anciennes. On en verra peut-être tout à l'heure, des archives d'actualité française. Et donc, pour nous, c'était une occasion de mettre, par exemple, ici, des œuvres de Nicolas Kedroff, chanté. Donc, on peut voir ces vidéos en ligne. En ce qui concerne des musiciens, on va également avoir des fichiers son qui vont nous permettre de voir les compositions ici de Nicolas Kedroff. Et ainsi de suite. Alors, bien sûr, les célébrités, c'est quelque chose de très important, mais à la base, nous avons conçu ce site principalement pour essayer de préserver la mémoire de tous les défunts qui sont sur ce site, donc des 11 200 défunts, à la fois en mettant les données de base comme les dates de naissance, les dates de décès, ce qui n'était pas une mince affaire. Nous avons notre évêque, Monseigneur Élisée, qui a officié pendant l'enterrement de Madame Tchomtchev, Monseigneur Élisée Germain, qui a travaillé pendant 10 ans pour le comité d'entretien des sépultures orthodoxes, a relevé sur toutes les croix les noms, les dates et ainsi de suite. Et donc plusieurs milliers de fiches qui sont dans une énorme armoire avec des milliers et des milliers de fiches, mais qui n'existent que sous format papier. Donc, on a récupéré tout ça. Nos apprentis a patiemment renseigné ces milliers de fiches d'information pour créer une base de données avec l'intégralité, ou on espère l'intégralité, des différents défunts. Et ce qui est important, c'est que c'est une façon pour nous de préserver la mémoire de ces disparus. Vous savez, dans l'Église orthodoxe, pendant l'office des funérailles, on chante à la fin de l'office « Mémoire éternelle », Vietchnaya Pamyat. Et pour nous, c'est une façon de nous associer à cette prière pour préserver la mémoire de ces différentes personnes. Et ces personnes ne sont pas forcément toutes des célébrités. Il y a beaucoup de célébrités parce qu'effectivement, il y a eu dans la diaspora russe une masse de gens qui étaient extrêmement brillants, des prix Nobel de littérature, des scientifiques, des cinéastes, des danseurs, bien sûr. Donc, il y avait beaucoup de gens intéressants. Mais même les gens qui n'étaient pas des célébrités ont eu beaucoup de vies intéressantes. Ce sont des gens qui se sont retrouvés après la révolution russe, surtout après la première émigration, à être transportés d'un pays à l'autre, à arriver sans rien, à redémarrer une vie à partir de zéro, souvent en ne connaissant pas la langue du pays, dans un environnement qui pouvait être assez hostile. Et tous ces gens-là ont eu une vie passionnante. Mes grands-parents maternels sont arrivés en France avec une icône et un album de photos. Et ils ont démarré leur vie à partir de zéro. Ils avaient une vingtaine d'années. Ma mère, ensuite, a connu une brillante carrière scientifique, ce qui était un peu exceptionnel. Donc, par exemple, si je vais sur sa biographie, voilà, elle a été biochimiste, elle est partie faire une partie de sa vie aux États-Unis, où elle a fait une découverte qui a valu le prix Nobel à son directeur de laboratoire. Elle est revenue en France, elle est devenue première femme présidente de l'Académie des sciences, et elle a une vie qui était extrêmement intéressante. Et elle a toujours eu une attache culturelle avec la Russie. Quand elle était jeune, on parlait russe chez elle. Elle parlait français avec un accent. À l'école, quand elle a été à l'école primaire, les autres enfants se moquaient d'elle parce qu'elle avait un accent. Et la maîtresse, tout d'un coup, les a interrompus, lui a demandé de parler russe sur un texte. Et quand elle a parlé russe, elle a dit, bien écoutez, quand vous serez capable de parler russe aussi bien qu'elle, vous pourrez vous moquer d'elle. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, essayez de la respecter. Donc, ils sont vraiment partis dans un environnement qui n'était pas forcément favorable. Beaucoup de
de gens en France n'aimaient pas les immigrés russes, probablement parce qu'ils avaient pu perdre de l'argent à cause des investissements sur les trains russes ou parce qu'il y avait eu différentes affaires. Donc, ça n'était pas facile pour eux et ça a été vraiment une lutte pour eux. Ma mère a obtenu la nationalité française seulement après la guerre, alors qu'elle était arrivée en France en 1921, donc très très jeune. Elle a toujours gardé ce lien avec la Russie. Pendant 20 ans, elle a animé des rencontres scientifiques avec des scientifiques d'Union soviétique. Elle a fini par être élue à l'Académie des sciences russes, à l'Académie des sciences d'Ukraine. Donc, à cette époque, il n'y avait pas de rivalité comme il y a pu y en avoir. Et ce gens-là venaient une fois par an en France, une fois par an, une fois tous les 2 ans en France, une fois tous les 2 ans, les scientifiques français en biochimie allaient en Russie. Et cette vie est extrêmement intéressante. Et des gens comme ça, il y en a énormément dans le cimetière. Et c'est donc tous ces gens-là dont on a voulu préserver l'histoire. Et pour cela, donc, on a mis en ligne énormément d'informations et de biographies, mais il y en a encore énormément à mettre. Et nous travaillons notamment maintenant avec l'association des amis de Sainte-Geneviève-des-Bois, de l'histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui ont effectivement publié un livre, mais dans un livre, on ne peut mettre qu'un nombre limité de biographies. Donc, bien sûr, on va mettre les biographies des gens les plus connus, Nureyev, Liffard, et ainsi de suite. Mais dans leur dossier, ils ont encore des centaines de biographies très intéressantes qu'on ne peut pas mettre dans un livre, parce que sinon le livre serait beaucoup trop gros. Par contre, sur un site Internet, il n'y a aucun problème pour mettre tout ça. Donc, bien sûr, pour nous, renseigner tous les gens connus ou connus de notre communauté, c'est une façon d'initialiser la pompe. Mais notre objectif à terme, qui va commencer à devenir une réalité, c'est de permettre à n'importe qui de renseigner des informations sur ces défunts, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va ouvrir le site aux adhérents de notre comité, ce qui ne représente pas l'intégralité des 5200 familles qui sont enterrées, ou des 11 200 familles plutôt qui sont enterrées à Sainte-Geneviève-des-Bois, mais ça nous permettra de déjà commencer à pouvoir renseigner toutes ces personnes. Et j'ai aujourd'hui un projet qui n'est pas encore abouti et qui est encore en discussion, mais à terme, ce que moi je souhaiterais personnellement, c'est pouvoir mettre un QR code associé à chacune des tombes, n'est-ce pas? Alors, soit sur la tombe en elle-même, si les familles sont d'accord, soit à côté, si on n'arrive pas à contacter les familles, parce que ça, c'est un de nos plus gros problèmes. Bien sûr, la tombe appartient aux familles, il n'est pas question pour nous de faire quoi que ce soit sans leur accord, mais malheureusement, avec le temps qui passe, au fil des années, les héritiers se désintéressent de plus en plus du lieu des sépultures de leurs ancêtres. Et souvent, on a beaucoup de mal à contacter les ayants droit de ces sépultures. Donc, on pourrait envisager de mettre ce QR code imprimé sur un petit piquet à côté des sépultures, et en flashant ce QR code, à ce moment-là, on arriverait sur notre site pour voir la page sur toutes les personnes tous les défunts qui sont enterrés sur cette tombe. Alors, un des problèmes aussi auxquels nous avons été confrontés, c'est que le cimetière a grossi énormément, parfois de façon un peu anarchique. Et je dirais que pendant toute une période, seuls les entrepreneurs de pompes funèbres étaient capables de s'y retrouver, disposer des données permettant d'accéder aux différentes tombes. Et donc, c'est ce travail que le comité a fait de recenser un petit peu toutes ces sépultures, qui nous a permis aussi de les localiser. Et nous avons énormément de visiteurs qui viennent, qui recherchent des ancêtres de leur famille ou qui cherchent telle ou telle célébrité, qui viennent dans le bureau nous demander où se trouve cette tombe. Et c'est toujours à la main quelque chose de très compliqué. Heureusement, nous avons une secrétaire, une collaboratrice, Madame Azouk, qui travaille avec nous depuis de nombreuses années, qui a une mine et une expertise unique dans son esprit pour être capable de retrouver toutes ces tombes. Je tiens à souligner que ce n'est pas du tout un problème simple de retrouver une tombe. Encore une fois, l'orthographe des différents noms pour l'état civil est quelque chose d'extrêmement variable.
c'est extrêmement variable parce que la plupart des personnes qui sont arrivées parfois n'avaient aucun document, aucun papier, ont donc dû aller voir l'officier d'état civil français. Et cet homme ou cette femme était quelqu'un de toute puissance, n'est-ce pas? Et c'était lui qui décidait comment cette personne allait s'appeler, n'est-ce pas? Et donc, selon les années, selon les officiers d'état civil qui enregistraient l'identité des personnes qui arrivaient en France, eh bien, l'orthographe pouvait varier. Alors, beaucoup sur les terminaisons, heureusement, parce que effectivement, quand nous tapons sur le site le nom de quelqu'un, n'est-ce pas? Eh bien, au fur et à mesure que l'on tape, on voit s'afficher les personnes qui correspondent. Donc, quand il y a des variations au niveau des terminaisons O2F, OF, OV, EF et ainsi de suite, tous les noms en ski qui vont changer, SKY, SKI, etc., etc. Et si on fait une recherche très précise, on ne trouve rien. Mais là, donc, du coup, on arrive à retrouver les personnes, par exemple, retrouver ici toutes les personnes de la famille Yevets qui était notre premier chef de chœur à Nicolas et à moi. Et donc là, on va tomber sur Monsieur Yevets et avec des archives filmées, des archives audiovisuelles, encore une fois, qui permettront de le voir vivre. Alors, l'orthographe variait parce que effectivement les règles de francisation changeaient selon les années, mais l'orthographe était aussi très compliquée parce que, encore une fois, toutes les données et tous les noms des défunts que nous avons reçus au comité nous sont arrivés à travers les entreprises de pompes funèbres, qui étaient les seules à avoir recensé finalement au départ toutes ces informations. Et donc, malheureusement, les entreprises françaises de pompes funèbres n'étaient pas toujours au fait de l'orthographe des noms russes et avaient une grande créativité, on va dire, pour orthographier ces différents noms. Donc, on retrouve souvent dans une même tombe des personnes de la même famille avec 3 ou 4 orthographes différentes pour le même nom. Vous voyez, donc, quand on se met à rechercher tous ces gens-là, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et ici, l'intérêt, c'est qu'effectivement, donc, on va pouvoir arriver avec ces moteurs de recherche à faire toutes ces approximations. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé la personne, on va cliquer, par exemple, sur le nom de la tombe et voir où elle se trouve. Et ça, c'est quelque chose de très utile, ce plan interactif qu'on peut avoir sur son téléphone portable, parce que le cimetière russe est quand même un labyrinthe. Il y a des numéros de tombes, mais alors les numéros de tombes, c'est chaque entreprise de pompes funèbres qui a décidé quel numéro elle est là. Donc on a des numéros 3000 qui tout d'un coup sautent d'un carré à l'autre, des rangées qui ont été rajoutées au fil des années, des numéros bis qui ont été entrés, des 9000 qui sont avant les 4000. Enfin, c'est une organisation peu organisée, on va dire. Enfin, il y a quand même un niveau d'organisation, mais le fait d'avoir ce plan interactif qui nous permet de retrouver donc les différentes tombes et qui nous permet aussi de voir quelles sont les tombes qui sont adjacentes à côté, parce qu'on va pouvoir, en se déplaçant avec la souris, si on a une souris, mais je n'en ai pas, voilà. Monsieur Monaco. Я хотел вам предложить, je voudrais proposer peut-être une petite pause. Peut-être après, vous allez prendre la parole parce que nous avons dans la salle monsieur Antoine Negruta qui doit partir dans 12 minutes. Et moi, j'aimerais bien la passer la parole pour qu'il puisse s'exprimer et puis je rends la parole, si vous me permettez. Eh bien, écoutez, on va conclure sur ça. Par rapport au nom, je voudrais juste vous raconter une dernière petite anecdote et après, je passe la parole au père Anatole pour vous montrer la toute-puissance des officiers d'état civil en France, n'est-ce pas? Le fameux ténor contre-ténor Philippe Jarouski a raconté cette anecdote comme quoi son arrière-grand-père, quand il est arrivé de Russie en France, ne parlait pas un mot de français. Et l'officier d'état civil lui a demandé « Comment vous appelez-vous » Et lui, qui ne comprenait rien, lui a répondu « Jarouski, je suis russe ». Et l'autre a écrit « Jarouski ». Et voilà comment il est devenu Jarouski. Отец Анатоль, merci. Я должен вам сказать, что мы начали получать вопросы, причем я не буду их держать до конца, я как раз все-таки задам вам сразу после вашего выступления. Пока. On a commencé déjà à avoir des questions dans notre chat, mais puis je vais les poser après. Bonsoir, merci beaucoup, bonsoir à tous. Qu'est-ce que je pourrais dire?
Moi, je suis prêtre Sainte-Geneviève-de-Bois, du coup, depuis une période assez récente, à peu près depuis 3 ans. Et pour moi, si vous voulez, c'est la première arrivée en tant que prêtre qui est assez significative pour moi. Ce que je voudrais dire, c'est notre travail sur ce grand patrimoine. Elle doit avoir la perspective, si vous voulez, d'éternité. Monsieur Mogilevski, il a parlé de la tragédie qui avait lieu au siècle dernier, qui a disséminé les personnes dans les 4 coins du monde. Et bien évidemment, on comprend que la communauté russe est composée de personnes tout à fait différentes de point de vue religieux, politique, militaire, historique. Mais ce qui les unit, si vous voulez, c'est l'éternité. Et en tant qu'orthodoxes, nous croyons que cette éternité se trouve autour du Christ. Et toutes ces distorsions, les guerres, des effondrements, je crois que grâce à la paix de Dieu, maintenant, toutes ces distorsions sont devenues, si vous voulez, plus calmes. Et nous, au XXIe siècle, nous avons nos propres points de vue, nos opinions sur telle ou telle chose. Chacun a son caractère, parfois pas facile, mais si on réfléchit du point de vue d'éternité, ce que l'on fait, comment on se communique et qu'est-ce qu'on peut apporter à nos proches et qu'est-ce que l'on peut faire pour la mémoire de nos proches ou de toutes les personnalités qui y reposent. Je crois que cette perspective d'éternité sera pour nous un modèle de communication entre nous, afin que ce monde de Dieu, l'amour de Dieu, elle soit présente dans nos relations. Grâce à ça, cela nous enrichira beaucoup. Nous aurons une attitude beaucoup plus attentionnée aux personnes qui nous entourent. Même si on n'est pas d'accord, si on a des accords, cela nous permettra de transformer notre attitude, si vous voulez, en compréhension plus spirituelle. C'est la paix que le Dieu nous donne, sera instaurée dans nos cœurs. Et je suis persuadée que cette perspective sera la joie pour nous tous et pour ceux qui œuvrent pour Sainte-Geneviève. Je vous en remercie beaucoup. On continue? Voilà, donc une des solutions aussi que nous avons élaborées, bien sûr, pour résoudre ce problème de l'orthographe française qui est extrêmement variable, c'est de commencer à rentrer toutes les orthographes des noms en russe. Ça, à travers toutes les orthographes qu'on a recueillies sur les croix et recensées ou des différents ouvrages qui existent. À ce sujet, je pense notamment au travail de Ivan Grevin qui a recensé aussi nombre de ces sépultures avec des noms. Mais par contre, on manque de bras, on manque de force pour pouvoir rentrer tout cela. Donc pour l'instant, on ne fait pas la recherche en cyrillique et on n'affiche pas les résultats en cyrillique. On a commencé à rentrer des noms en russe, mais pas suffisamment. Donc, j'ai cru comprendre que la maison russe avait des bénévoles qui pourraient éventuellement nous aider à rentrer toutes ces données. Et donc, si éventuellement vous vous sentez la vocation de rentrer des données sur les défunts en russe à partir de l'orthographe française et à partir des informations qu'on peut vous transmettre sur format papier, n'hésitez pas à nous contacter. J'aurais peut-être dû rajouter mon email qui est michel@manago.fr pour vous dire de prendre contact avec moi, mais on mettra ça également sur le site. Une autre section du site dont je voudrais juste brièvement parler, c'est la section des dons. Le site est entièrement gratuit, entièrement libre, entièrement accessible, sans publicité.
Et donc, si vous voulez contribuer d'une part à notre effort de construction de ce site et d'autre part nous aider à maintenir le site de Sainte-Geneviève et notamment le site de l'église de la Dormition qui relève plus de notre responsabilité, eh bien vous pouvez le faire par des dons en ligne ou par d'autres moyens. Nous avons sur le site une magnifique vidéo qui montre l'état de la crypte qui a été décorée par l'architecte et décorateur Albert Alexandrovitch Benoît, qui est lui-même enterré dans cette crypte avec nos archevêques. Vous avez vu Nicolas Lopoukine tout à l'heure qui vous a présenté cette crypte. C'est vraiment un ouvrage d'art absolument magnifique. Et elle s'est détériorée à cause des infiltrations depuis. Il faut savoir que le site sur lequel se trouve le cimetière était un ancien marécage et donc à chaque pluie, nous avons littéralement des torrents qui déboulent sur notre église parce que le terrain est légèrement en pente, n'est-ce pas? Et par exemple, il y a 1 an et demi, lorsqu'on a fait mettre Internet et la fibre optique sur le site, on a dû aller ouvrir dans la rue une chambre où se connectaient toutes les arrivées de connexion Internet. Quand ils ont ouvert la trappe, cette chambre était à moitié remplie d'eau. C'était une véritable piscine, ce qui fait pas bon ménage forcément avec l'électronique, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Et effectivement, chaque année, il y avait des infiltrations d'eau absolument épouvantables qui ont endommagé les peintures de la crypte. Donc, il y a 2 ans, nous avons fait énormément de travaux assez coûteux, je crois, pour 75 000 € ou 80 000 € pour creuser tout autour de l'église une tranchée d'évacuation des eaux pluviales de pluie. Et du coup, ça a permis de résoudre les problèmes des infiltrations d'eau. Sauf que, malheureusement, depuis 2 ans, comme la crypte a commencé à s'assécher, eh bien, il y a eu des sels qui ont commencé à sortir des murs, qui ont commencé à repousser les peintures. Donc, nous avons des dégradations, des peintures qui tombent en pièces, des trous. Dans la magnifique vidéo qui existe sur YouTube et qui est accessible à partir de la section dons du cimetière.org, vous verrez beaucoup d'images de cette crypte qui est effectivement magnifique, mais aussi des images de cette dégradation. Et donc, nous avons commencé depuis 1 an à réunir des fonds, exclusivement des fonds privés. Donc, n'hésitez pas à aller sur la section dons, n'hésitez pas à faire une petite contribution. Tous les dons, chaque don compte, même les dons les plus modestes, 5 €, 10 €, 20 €. Tous sont bienvenus. C'est un petit peu l'esprit qui préside à l'église de la Dormition, des petits dons, des petits ruisseaux qui finissent par faire de grandes rivières pour pouvoir maintenir pour les générations futures ce patrimoine culturel exceptionnel et cette œuvre artistique absolument merveilleuse. Nous avons déjà réuni une somme assez conséquente et nous espérons pouvoir réaliser les travaux de restauration de la crypte avec toute une équipe de 6 restauratrices extrêmement qualifiées et compétentes qui apparaissent également dans la vidéo dont je vous parle et nous espérons pouvoir lancer ces travaux à l'été. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Спасибо большое, очень интересный экскурс, действительно настоящий, как говорят французы, tour d'horizon. Je vous en remercie beaucoup pour ce contexte, pour l'histoire de cette carte interactive, quelles perspectives existent et si elle est bien fonctionnelle. Je vous présente mes excuses devant les spectateurs qui nous posent des questions dans notre chat de Zoom. Dans la plupart des questions, vous avez déjà donné des réponses et puis à la fin, je donnerai des réponses à la suite. Et avant que je passe la parole à Madame Elena Tcherneshkova, je vois qu'on a beaucoup de participants en ligne. Oui, bien évidemment, des questions qui nous suivent, c'est Elena Lefar, Touroverov, Pierre Saint-Hippolyte, Bestoujev. Vous connaissez tous ces noms de famille et on les connaît tous. La majorité, on les connaît personnellement et nous sommes ravis de les voir en ligne aujourd'hui. Et la mairie de Sainte-Geneviève-de-Bois est aussi avec nous en ligne. Et je dois vous dire qu'il y a 2 jours, lors des obsèques, lors des funérailles de Tatiana Chomchev,
Nous avons réussi à parler quelques mots avec Monsieur le maire, Frédéric Petita, qui nous a confirmé son intérêt en cette carte interactive et il a l'idée comment on trouve sa mise en œuvre pratique. Elle comprend bien donc quels participants sont là aujourd'hui et quelles perspectives existent pour cette carte et qu'est-ce qu'elle pourra nous donner à nous tous. À Moscou, les scientifiques, les historiens, les personnes, les spécialistes de l'histoire des Russes à l'étranger nous suivent également de Moscou. Notre intervenant, suivant intervenant, c'est la présidente de la Fondation du patrimoine des Russes à l'étranger, Madame Elena Tcherneshkova. Cette fondation a été créée à l'initiative de la Maison des Russes à l'étranger. Moi, je ne vais pas parler à sa place, donc elle pourra nous partager ses impressions ainsi que ce qu'elle nous a parlé. Bonsoir. Je tiens à vous saluer tous. Je comprends que vous nous regardez des pays différents et la qualité de connexion elle est parfaite. Et j'étais ravie d'entendre des messages bien intéressants. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter avec la réussite de ce travail, de ce grand travail qui est presque achevé. Et c'est une grande opportunité pour toutes les personnes russes qui s'intéressent de telle ou telle manière à l'histoire de Russie, d'avoir des communications de première main. Et je crois qu'il existe une possibilité de remplir ce contenu que vous avez créé, de complémenter ce que vous avez déjà fait. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est aussi l'une des missions de notre fondation. Merci, Monsieur Volkov, de nous avoir déjà présenté. D'un côté, je souhaiterais vous raconter comment nous souhaiterons travailler et puis je vais terminer par les possibilités de coopération dans ce contexte, dans le cadre du sujet d'aujourd'hui. Notre fondation a été créée il y a 1 an et demi, mais l'activité a commencé en effet il y a à peu près 6 mois. En effet, c'est la Maison russe des étrangers fait tout à œuvrer pour que notre fondation puisse voir le jour. Et Shuvalov, Vneshkonombank, peut-être vous connaissez la structure, il fait partie du conseil d'administration de notre fondation. On travaille avec les recherches sur les archives et sur les collections des objets des Russes à l'étranger, mais quand même, nous sommes plutôt axés sur la popularisation, vulgarisation des projets liés à la communauté russe à l'étranger. Par exemple, parmi nos projets, il y avait le festival qui a eu lieu dans 6 villes différentes. Et les bilans scientifiques, nous avons commencé avec ce festival à Vladivostok, puis il a eu lieu à Yekaterinbourg, à Perm, et au mois d'avril, ce festival aura sa suite à Sébastopol, en Crimée, et j'espère que la pandémie ne n'empêchera pas de continuer, parce que dans toutes ces villes, il y a quand même ces restrictions sanitaires. Mais notre nouvelle équipe, il vient de commencer à travailler à ce sujet. C'est vraiment un sujet très, très vaste. Et ce que je souhaiterais souligner, c'est que les citoyens russes, ils attachent une attention particulière et tous les événements, tous les spectacles, les projections des films, des documentaires, des concerts, de musique liée aussi aux Russes à l'étranger. Dans toutes ces villes, on a eu vraiment une réussite. Et on a notre public déjà, on a, si vous voulez, nous habitués. Et j'espère que nous aurons notre public à nous, en Russie, mais aussi à l'étranger.
qui, tout d'abord, sera intéressé par l'information que nous présentons et elle sera fidèle à ce que nous faisons et nous espérons quand même attirer l'attention de ce public, des familles, des personnes enterrées ou des proches, de toutes les personnes liées du coup à la communauté russe à l'étranger. Si on parle des programmes pour l'année à venir, pour l'année 2022, en France, en effet, nous avons quelques projets aussi. Nous avons commencé un grand projet sur la numérisation des archives de Mcopress. Nous travaillons sur la restauration de nécropoles russes. En effet, ce projet n'est pas lié à Sainte-Geneviève-de-Bois, mais quand même, ce sont des lieux de sépulture importants. Nous venons de rentrer de Vatican et suite à cette visite, nous souhaitons proposer l'exposition de Borlowski. C'est un artiste peintre très connu qui a travaillé à Vatican. On espère bien qu'elle aura lieu avant la fin du mois de mai. Ce sont plutôt des projets de vulgarisation scientifique ou artistique, mais à part ça, nous, bien évidemment, investissons dans les projets scientifiques, dans les projets de recherche et dans les projets qui sont axés sur la possibilité de faire revenir les archives de l'étranger en Russie. Merci beaucoup, Monsieur Volkov. L'année dernière, grâce à vous, grâce à votre aide, les archives de Berberova sont revenues à Moscou. Les archives de Kolchak aussi, nous avons partiellement déjà payé ces archives afin qu'ils puissent revenir en Russie. Pour nous, c'est important. C'est la vulgarisation et le versement de fonds pour les projets liés à la communauté, grande communauté russe à l'étranger. C'est pour ça, en tant que fondation, nous souhaitons que votre projet puisse se développer au maximum. Nous souhaiterons savoir si on peut être utile pour vous en tant que centre d'information. Nous pourrons vous aider de point de vue informationnel aussi, compléter le contenu de votre site. Puis, si vous avez des événements en ligne, nous sommes prêts à vous aider également pour promouvoir de telle ou telle manière votre ressource. Je vous souhaite beaucoup de succès et de nouveau félicitations suite à ce projet que vous avez réalisé. Merci beaucoup, chère Madame Tchernishkova. Nous sommes ravis que maintenant notre public vous connaît aussi et pas uniquement nous. Nous avons déjà étroitement coopéré avec la Fondation du patrimoine des Russes à l'étranger et nous avons commencé avec l'un des lieux de sépulture très importants. Il s'agit de sépultures de nos artistes peintres réunistes et c'est Natalia Goncherova et Mikhail Larionov. Et nous espérons que bientôt, nous pourrons vous inviter à l'inauguration de la sépulture restaurée de ces peintres. Et nous sommes très intéressés, nous vous remercions beaucoup de votre intérêt envers le projet dont nous parlons aujourd'hui et nous serons ravis de vous voir parmi nos invités d'honneur. Nous comprenons que à Moscou, il est déjà assez tard, de décalage horaire. Est-ce que vous vous souvenez que le 24 février, une nouvelle conférence est prévue? Cette conférence, elle porte sur les mystères français des Russes à l'étranger et cette conférence sera la suite de la conférence d'aujourd'hui parce que dans la liste gouvernementale des lieux de sépulture ayant une importance, une valeur commémorative historique importante pour la Russie. Il n'y a que 2 objets de France. Mais avant de compléter cette liste, il faut faire quand même l'inventaire, il faut comprendre la priorité, il faut comprendre l'état et la valeur historique et culturelle de ces sépultures et quelles sont les sépultures qui devaient
restaurée prioritairement. Avec nous, Tatiana Mojenok est aujourd'hui et j'espère qu'elle prendra part à cette conférence également en tant qu'intervenante. Nous pourrons parler plus des monuments historiques et nous commençons plutôt par des sépultures. Et je crois que ce n'est que le début d'une longue conversation. Merci beaucoup de votre participation. Je crois que votre participation, ainsi que la participation de M. Mogilevski, pourra attirer des bénévoles de Russie. On voit des perspectives, si vous voulez, sans limite. Lorsque je travaillais à l'UNESCO, si vous voulez, donc moi, je l'ai eu moi-même. Rome, en fait, pour tout ce qui est recherche archéologique en Rome, il n'y a été effectué que 4%. Donc, lorsque je travaillais à l'UNESCO, j'en ai entendu parler. À mon avis, ici en France, on a à peu près la situation pareille, si vous voulez. Monsieur Manago, il nous dit, et moi je suis tout à fait d'accord, qu'on peut quand même comporter beaucoup plus que de ce qui est déjà connu. Parce qu'avant, on a commencé avec quelques personnalités et ces personnes s'enterraient à Sainte-Geneviève-de-Bois. Tout le monde les connaît et du coup, les personnalités qui se trouvent, par exemple, dans l'ouvrage de M. Jean-Pierre Lamotte, plus de 500 compatriotes, ils sont déjà moins connus. Et puis, si on commence à travailler dans les archives ou avec les autres ouvrages, je crois que là, presque personne ne les connaît. Et à mon avis, ce sera très bien pour nous tous si on pourrait attirer des bénévoles de Russie et de France, parce que les deux, quand même, ont contribué énormément à la culture russe et française à l'étranger. Et je crois qu'il y a une utilité pour le comité, pour le projet et pour les liens culturels russo-français. Parce que de deux côtés, on s'approche au même objectif. Je vous en remercie beaucoup. Vous êtes devenu un membre de, si vous voulez, de la société de la carte des amis de Sainte-Geneviève-de-Bois. Je tiens à remercier tous les intervenants. Et maintenant, on passe à la séance questions-réponses. On a... il nous reste encore du temps, mais par respect au travail de cette personne qui lui consacre des décennies, moi, je passe la parole à Monsieur Jean-Pierre Lamotte, auteur de l'ouvrage Coin de Russie à Sainte-Geneviève-de-Bois. Et je crois que vous avez une PPT à nous présenter. Monsieur Lamotte, la parole est à vous. On va voir votre PPT sur l'écran et vous pouvez, comme vous voulez, vous pouvez rester assis. C'est à vous la parole. Merci beaucoup. Excusez-moi, je prends des informations pour savoir comment ça marche. Parce que je sais pas du tout. Мы сейчас запускаем презентацию Жан-Пьера, она записана у вас. Значит, телекоманд или вы будете, Андрей Иванович, переключать? Вы будете, да? Все. C'est notre opérateur qui le fait. D'accord. OK. OK. Parfait. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Lamotte. Je suis donc le secrétaire de l'association des Amis de l'Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois. Je suis accompagné de Nicole Vidal qui fait partie de l'association. Et une petite précision, le livre, on a fait 2 livres sur le cimetière, un il y a, en 2008 et l'autre en 2019 en français et en 2021 en russe. C'est pas moi qui l'ai fait, on était plusieurs à le faire. Hein. C'était un groupe de 8 personnes, en particulier pour le 2e livre, parce que on avait besoin d'informations précises sur les militaires, sur les marins. Et donc, on a fait appel, par exemple, pour les marins à Paul Lukin, je ne sais pas si vous connaissez, ou alors André Donzo pour tout ce qui était militaire, parce que lui, c'était un ancien militaire et son père était militaire également. Alors voilà. Ah bon, je n'avais pas vu. Je peux vous mettre. Excusez-moi, je m'installe. Voilà. Donc, voilà, c'est bien.
Il y a à peu près un an, j'ai fait à peu près un an ou non un peu moins. J'ai fait cette présentation et que j'ai présentée à Constantin Volkov. C'était pour attirer l'attention sur le fait que le cimetière, bon, c'était un cimetière extraordinaire, unique. Hein, c'est la plus grande nécropole, ça a été dit, je crois, ça a été la plus grande nécropole de l'immigration russe dans le monde. C'est la plus grande nécropole. Mais malheureusement, bon, il y a des parties de cimetières qui datent de 1927, 28, 29. Il y a des endroits qui sont arborés, donc c'est joli, c'est beau, mais ça crée pas mal de dégâts, avec les feuilles par exemple. Mais tout ce qui est entretien des allées, c'est à la charge de la commune. En ce moment, ils sont en train de nettoyer, d'enlever toutes les feuilles. Je peux vous garantir, on a quelques tonnes. Hein. Vu la surface, c'est assez impressionnant. Alors, avec une autre personne, on a passé en revue toutes les tombes du cimetière, les 5260 ou 50, je m'en souviens plus, tombes, et on a regardé qu'est-ce qu'il y avait comme problème. Alors, il y a si vous pouvez... Voilà, bon, ça c'est pour vous indiquer, vous savez, il y a différentes zones dans le cimetière et chaque zone a un nom de fleur. Et donc, c'est le nombre de tombes là, que vous voyez par zone. Et on a vérifié donc 5192 tombes sur 5252, on a presque toutes faites. Ça a pris beaucoup de temps, et pour chaque tombe qui avait un problème, on a fait une photo. Donc j'ai à peu près 1200, 1300 photos dans mon ordinateur pour ça. Si vous pouvez continuer. Voilà. Ah, il en manque un bout. Je change de côté. Ouais. Alors voilà, donc là, globalement, on a relevé 1252 tombes avec des problèmes. Sur ces 1252 tombes, il y avait quelquefois un défaut ou plusieurs défauts. C'est pour ça qu'on a 1569 défauts pour ces 1252 tombes. C'était divisé en 3 parties, c'est un peu arbitraire, mais on a fait ce choix. C'était divisé en 3 parties, les pierres tombales par elles-mêmes, les croix et la végétation. On en a un peu parlé, je crois, tout à l'heure. Alors, pour les pierres tombales, des tombes qui sont vraiment cassées, c'est en 1000 morceaux, il y en a 21. Vous voyez, c'est pas énorme. Après, il y a des tombes qui sont certainement réparables, mais nous, on n'est pas professionnels, donc on pense que ça l'est, mais ça, c'est à vérifier. Pour les pierres tombales. Pour les croix, il y a beaucoup de croix en ciment qui sont cassées, qui sont à plat. Ça représente 3,3%, c'est le rapport entre 42 et 1252. Hein. Et puis, il y a aussi des croix en ciment qui sont debout. Vous allez voir des photos, mais qui sont en très mauvais état parce qu'elles datent des années 30, 40. Et on voit l'armature métallique avec le gel, tout ça, ça a éclaté, ce qui fait que les croix sont fragilisées, ça peut être même dangereux. Hein. Et puis ensuite, des croix en bois. Alors là, il y a aussi une grosse hécatombe parce que les croix en bois, bon, bah, ça résiste pas bien au temps, à l'humidité, au soleil. Et puis certaines croix sont fichées dans la terre. Alors là, ça pourrit encore plus vite. Quand les croix sont sur un support métallique, là, ça se passe un peu mieux. Et puis la végétation. Alors là, c'est vraiment le gros morceau. Il y en a donc 867 tombes au total, hein, sur lesquelles il y a du lierre, des noisetiers, de l'herbe, de la mousse, etc. Ça représente 70% là, des 1250 tombes. Et à mon avis, à notre avis, il y en a au moins près de 500 qui sont à nettoyer en urgence. Mais ça, c'était un bilan au mois de mai de l'année dernière. À mon avis, c'est pire maintenant, hein, parce que ça s'est dégradé encore un peu plus. Si vous pouvez... Voilà, donc c'est pour insister sur le fait que, à notre avis, le gros problème, c'est la végétation qui est vraiment envahissante. Voilà. Alors, pour les pierres tombales, vous voyez des exemples, ce sont vraiment des tombes qui sont complètement cassées. Alors, pourquoi elles sont cassées, je ne sais pas, hein, mais elles sont vraiment bien cassées. Alors, il y a des exemples avec les numéros de tombes, mais ça peut être dangereux parce que, vous voyez, la tombe qui est à droite, c'est un caveau, c'est cassé depuis 2 ou 3 ans. Mais le caveau est ouvert, et donc c'est plein d'eau, ça peut être dangereux. On peut je ne sais pas, si un enfant, un jeune garçon ou une jeune fille passe trop près, on peut tomber dedans, et bon... Je peux continuer. Alors, pour vous montrer, voilà, ça c'est la même tombe qu'on a vue sur le slide précédent. Vous voyez, bon, elle est bien cassée. La croix qui est dessus, c'est la croix qui appartient à la tombe qui est derrière. Hein. C'est pas la croix de cette tombe. Allez-y. Comment elle était au début, en 2005, je crois, voilà. Elle était impeccable. Ça a changé. Ensuite... quelques exemples. Alors là, c'est peut-être réparable, ça, moi je sais pas. Vous voyez, par exemple, la tombe de gauche,
On peut peut-être raccourcir les côtés en ciment pour éloigner la croix de l'arbre, parce que c'est l'arbre, il y a beaucoup d'arbres, et les arbres abîment quand même les tombes. Alors, est-ce que c'est possible? Ce que je dis, je n'en sais rien. À droite, bon, là, c'est un tertre, ça a toujours été un tertre de terre, mais qui s'est aplati, donc il faudra le refaire. Ça, je pense que c'est faisable. Après... encore d'autres exemples, vous voyez, sur la photo de gauche, là c'est ouvert, à mon avis c'est réparable, ça, on doit pouvoir enlever la terre, refaire les bordures en ciment et remettre la terre. À droite on ne le voit pas bien, mais c'est une tombe assez grande et tout l'entourage en fer est oxydé, cassé, et donc ça, à mon avis, ça aussi c'est réparable. Après, alors un autre exemple, une tombe qui est dans cet état-là au jour d'aujourd'hui et qui auparavant était comme ça, allez-y. Voilà, vous voyez la différence. Alors, un truc au passage, moi j'ai remarqué que quand on regarde, j'ai plein de photos dans mon ordinateur, quand on regarde les photos qui ont été faites en 2005, 2006, 2007, vous voyez, les tombes sont globalement, elles sont propres, globalement. Hein, si vous comparez les tombes qui sont à l'arrière de celles qui sont au premier plan, bon, elles sont relativement propres comparées à ce qu'il y a à droite. Et moi, je pense qu'il y a un gros problème, et ça, c'est pas, c'est comme ça maintenant, il y a un gros problème de pollution. Il y a la pollution qui altère le ciment, qui rend la pierre grise, et ça c'est un problème qu'on retrouve un peu partout, je pense. Hein. Allez-y. Alors voilà, alors maintenant les croix qui sont cassées ou à plat, bon, ce sont des exemples, hein, mais j'en ai plein mon ordinateur, hein, comme ça, à 42. Et le pire, c'est que la tombe de gauche, elle est très récente. La pierre, le monument a été changé il y a 5 ou 6 ans, pas plus, mais vous voyez, déjà, c'est cassé. Alors peut-être que ça a été mal collé, mal fixé, je ne sais pas. À droite, c'est la stèle qui est complètement cassée et couchée sur le monument. Allez-y. Alors, un exemple, cette tombe, au jour d'aujourd'hui, elle est comme ça, et avant, elle était comme ça. Voilà. Vous voyez la différence? Et ça, c'est en 15 ans. En 15 ans, ça s'est complètement dégradé. Il y en a énormément dans cet état-là. Allez-y. Alors voilà. Pour les croix, alors vous voyez, il y a beaucoup de croix, et ça, c'est spécifique à une zone. Alors, c'est peut-être le même fournisseur de croix, j'en sais rien, mais il y a beaucoup de croix qui... à mon avis, avec le gel, l'humidité, ça fait éclater le ciment autour de l'armature métallique. Ou alors des croix qui sont couchées, alors un peu, beaucoup, et puis un jour elles vont tomber, forcément. Ça peut être dangereux. Allez-y. Bon, là, c'est pour les croix en bois. Alors, les croix en bois, c'est l'hécatombe parce que le bois, c'est quand même un bois, c'est assez fragile. Avec l'humidité, le froid, le soleil, bon, ben, ça tombe, ça se fissure, ça s'abîme énormément. Après, alors un exemple encore, aujourd'hui cette tombe elle est comme ça et auparavant elle était comme ça. Vous voyez la différence? Ensuite, voilà. Alors ça, c'est un peu toutes les plantes qu'on peut trouver, toutes les mauvaises herbes qui poussent dans le cimetière. Le pire, ce sont les premières, le noisetier. Le noisetier, il y en a énormément, puis ça, c'est un arbuste. Quand il commence à pousser, ça pousse très vite, ça prend du volume incroyable, et quelquefois, ce sont des arbres, hein, c'est plus des arbustes, ce sont des arbres. Le raisin d'Amérique, bon, c'est un peu particulier, ça fait pas mal de taches, je sais pas, c'est une espèce de sève Bordeaux, le lierre, alors ça, c'est le défaut, le plus important. Vous allez voir des photos, c'est impressionnant. Bon, les pissenlits, j'en parle pas. Il y a aussi la prêle des champs, vous voyez, en bas. Je ne sais pas pourquoi, mais dans une zone du cimetière, c'est envahi par les tombes sont envahies par la prêle des champs. Allez-y. Alors, des exemples. Hein. Le Limbous, vous voyez comment dire, le lierre à droite qui est envahi. Et encore là, on voit la tombe, mais vous allez voir d'autres photos, on ne sait même pas ce qu'il y a sous le lierre. Allez-y. Vous voyez, à gauche, il y a une tombe. Il faut le savoir. Elle est complètement envahie par le lierre. Et puis à droite, des grandes tombes comme ça qui sont elles aussi envahies parce qu'il n'y a plus de famille, il n'y a plus personne pour entretenir. C'est ça le problème. Et donc, ça se dégrade. Et vous allez voir un peu après des tombes de personnages quand même connus. Les tombes commencent à être abandonnées. Je vais vous montrer après. Allez-y. Voilà. Alors ça, c'est spectaculaire. Vous voyez ce qui s'est passé, c'est que j'imagine, hein, ces 3 tombes qui se suivent, et le lierre a commencé à pousser sur une tombe. Et puis après, c'était sur la 2e et ça s'est terminé sur la 3e. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Allez-y. Alors,
voilà une tombe en bon état, il y a du buis bien taillé, c'est entretenu, la chapelle est correcte, et maintenant, allez-y, maintenant elle est comme ça. Il y en a des tonnes des tombes comme ça, c'est incroyable. Alors là, je ne sais pas si ça va marcher, c'est une vidéo, mais allez-y, lancez-la pour voir. Ah, ça a l'air de marcher. Il y a un peu de tout, là. Il y a de l'herbe, là, il y a du lierre. Ce qu'on entend, c'est ma respiration quand j'ai filmé, hein. N'ayez pas peur, hein. Regardez, c'est fou, hein, c'est complètement fouillis, hein, c'est envahi. Et c'est par zone, hein. Il y a des zones où c'est correct, puis il y a d'autres zones, c'est complètement envahi. Là, c'est un noisetier à gauche, encore un noisetier, là. Ça a été filmé il y a, au mois de mai, l'année dernière. Voilà. Ensuite, bon, alors, la mousse, on peut continuer, allez-y. La mousse à la fin de la séquence. Vous voyez, les allées sont propres. Là. Je vous le disais tout à l'heure, actuellement, les employés municipaux sont en train de nettoyer les allées et c'est vraiment du bon boulot. C'est un métier, enfin, c'est difficile ce qu'ils font, hein. Mais il y a un résultat, c'est pas mal, hein. Voilà. Ensuite, voilà. Ça, c'est la prêle de je sais plus quoi, là. Parce que ça, alors là, il y a des zones où les tombes sont complètement envahies par ces herbes. Et le problème, c'est que aujourd'hui c'est là, demain c'est sur la tombe d'à côté, et puis ça se multiplie dans la zone, hein. Vous voyez, là c'est une zone où ça s'est répandu. Il y a 10 ans, il n'y avait pas tout ça. Parce que, enfin, je peux en parler en connaissance de cause, parce que j'y vais au moins 3 fois par semaine au cimetière faire des photos, juste comme ça. Donc je sais que je vois l'évolution, quoi. Après, alors, oui, on s'est dit, avec un collègue de l'association, on s'est dit, on va essayer de faire un nettoyage de la tombe. On a pris une tombe qui n'était pas trop envahie par le lierre, puis il faisait froid en plus, ça n'en est pas assez longtemps. Et on l'a nettoyé. Bon, on n'avait pas le droit de le faire, hein, mais on l'a fait quand même, pour montrer que c'était possible et que c'était pas compliqué à nettoyer une tombe. Allez-y. Et voilà le résultat. Alors, j'ai même poussé le vice jusqu'à mettre des fleurs que j'avais, puisque j'allais au cimetière sur la tombe de mes parents, et j'avais des pensées que j'ai mis pour la photo, que j'ai récupéré après, hein. Vous voyez, donc là, c'est quand même pas mal. Bon, là, des tombes abandonnées. Alors voilà, c'était comme ça en 2005, celle de Kalachnikov. Allez-y. Comment elle est maintenant. Et ça va pas s'arranger. Après, ah oui, alors ça, c'est la tombe de Korovine, qui était très, très bien entretenue auparavant. Et depuis quelques années, il n'y a plus rien. Je ne sais pas pourquoi, hein. Voilà comment elle est. Ouais. Enfin, je suis pas un grand amateur je connais pas grand chose en peinture, mais je sais que j'aime beaucoup les peintures de Korovine. C'est quand même le premier, enfin, je crois, un impressionniste russe. Et il a fait un tas de tableaux. J'ai eu l'occasion d'aller à des expos à Moscou. Il a fait des tableaux, mais il a fait aussi des costumes de scène. Il a fait des rideaux de scène. Il a fait énormément de choses. Ensuite, ah oui, alors ça, c'est pareil, c'est assez étonnant. Allez-y. Voilà. Vous voyez la différence en l'espace de 15 ans, quoi. Alors pourquoi c'est plus entretenu, je ne sais pas. Il y a peut-être que les concessionnaires sont morts ou habitent loin, je ne sais pas. Allez-y. Voilà. Alors bon, des photos, j'en ai plein d'autres, hein. Mais par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai été contacté par une dame qui s'appelle Jenny Benoît. Je ne m'en souviens plus de son nom complet. C'est vous? Ah bon? Parce que je n'ai jamais rencontré, hein. Qui est a priori la famille de Benoît déjà, d'Alexandre Benoît, du peintre. Son grand-père était cousin avec Alexandre Benoît. Et elle a aussi, j'ai cru comprendre, un lien de parenté avec Tcherepnine. Je crois que quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Eh bien, la tombe de Tcherepnine, elle est complètement envahie par le lierre, elle est complètement enfouie par le lierre. Alors, moi, ce genre de choses, si vous voulez, ça me regarde pas, hein, mais ça m'arrive d'aller assez souvent, enfin assez souvent. Je vais de temps en temps à Saint-Pétersbourg. Je connais un peu les gens de certains musées comme ceux du musée russe, qui exposent donc des tableaux de différents peintres qui sont enterrés au cimetière. Mais, alors je leur ai dit, hein, mais je leur dis, mais pourquoi vous payez pas Je me mêle de ce qui me regarde pas, hein. Mais pourquoi vous payez pas des concessions pour l'entretien, l'entretien des concessions, parce que vous exposez les tableaux, mais les tombes, elles sont en décrépitude totale. Donc,
Bon, mais il n'y a pas de suite. Mais je vous dis, moi, normalement, je n'ai pas à le dire, ça, mais moi, ça me prend tellement au cœur que je suis obligé de le dire. Et ben voilà, je crois que j'ai terminé. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Ah ben maintenant, oui. Oui, monsieur, merci. Je vous remercie beaucoup. Mes grands-parents sont enterrés au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois et je suis allée sur la tombe la dernière fois il y a 10 ans et j'ai vu qu'elle était en mauvais état. Mon arrière-grand-père était amiral de la flotte impériale et mon grand-père est parti très jeune. Il n'était que lieutenant de vaisseau quand il est parti et est arrivé en 1921 ici. Et j'ai demandé à la personne qui qui m'avait donné l'emplacement de la tombe, et je voulais payer pour qu'on la restaure. J'ai appelé plusieurs fois. À chaque fois, c'était oui, oui. Et après, il n'y a pas eu de suite. Je tiens vraiment à le préciser. Et là, je suis venue aussi parce que je voudrais vraiment le faire. Et je ne sais pas comment il faut faire. Je pense que le mieux, c'est de s'adresser au César. Hein. Ça tombe tout à fait dans leur corde. Hein. C'est ça, d'accord. Bon, c'est ce que je vais faire. Ah oui, alors. faut le faire, ouais. Voilà, merci. Я тоже хотел бы несколько слов сказать в связи с тем, что было произнесено Жан-Пьер Ламоттом. Дело в том, что я думаю, в этом зале нет людей. Il pense que dans cette salle, Я думаю, что в этом зале нет людей, которым была безразлична судьба этого уникального памятника. indifférent au destin de ce monument unique. À partir de 2016, le cimetière fait partie du registre gouvernemental. En 2017, on a établi un projet. En 2020, on a reçu le financement. On devait commencer donc, les finances, on les a reçues en février 2020 et un mois après, vous savez que la pandémie a commencé. Donc, ce qui a été fait en 2018, ce n'est plus accepté. Donc, maintenant, depuis un an, on a essayé de savoir ce qu'il y a à faire et de quelle manière. Nous avons la description très précise de l'état du cimetière et on a appris que 45% des sépultures ont besoin d'être restaurées. Donc, on a un projet avec très précis qu'on envoie à la mairie et à M. Jean-Pierre Lamotte. Et ensuite, dès qu'on a le financement, on va aborder la restauration de la pierre, du bois, mais il reste la végétation. J'espère bien que les gens qui avaient proposé leur aide en tant que bénévoles, on espère qu'ils vont nous répondre. Donc, nous demandons ceux qui sont habilités de nous donner l'autorisation de nous la donner pour commencer le travail cette année ou l'année prochaine. On va entamer des travaux très sérieux. Il y a une autre question et après on va passer aux questions d'Internet. Спасибо большое. Хотел бы задать вопрос, касающийся концессии. Продолжительности концессии.
Моя бабушка похоронена в Париже, а брат дедушки похоронен на Сен-Женевьев-де-Буа. Концессия моей бабушки на парижском кладбище истекла, и мы бы очень хотели бы ее продлить. Концессия была оплачена братом дедушки, и он только что скончался, поэтому теперь очень сложно нам доказать нашу связь с этой могилой. Какие концессии на Сен-Женевьев-де-Буа на 30 лет или постоянные? Потому что если будет закончена концессия, то нельзя будет и реставрировать могилу. Нужно иметь концессию, есть концессии на 10, 30, 50 и постоянные концессии. Вот мои родители и дедушки. Des concessions, c'est un vrai problème. Moi, c'est un problème qui concerne la mairie. Moi, ce que je vois ça, je vois passer. Pour eux, c'est très compliqué parce que, effectivement, les titulaires des concessions sont bien souvent déjà enterrés au cimetière depuis 20 ou 30 ans, au moment où ils doivent renouveler les concessions. Et là, ils ne savent plus comment faire. Ça, c'est embêtant. Maintenant, dans le cas de Sainte-Geneviève, évidemment, la Fédération de Russie nous aide, puisqu'elle a pris la... On peut lui être très reconnaissant. Ils ont pris l'habitude, ils ont pris le parti de renouveler les concessions, de payer les concessions échues et non payées. C'est-à-dire qu'ils payent pour les locataires indélicats, entre guillemets. Voilà. Donc le problème ne se pose pas. De ce point de vue-là. Moi, j'aimerais bien que les familles participent un peu plus, parce que quand j'ai vu la liste des gens pour qui la Fédération de Russie a payé, les bras m'en sont tombés. Hein, voilà. Parce que je connais très bien ces familles. Si vous me permettez, je vais passer aux questions de Zoom, et puis on passe de nouveau à la salle. Итак, Оксана Компани задает вопрос. Добрый вечер. Есть ли у вас в проекте намерение внести в базу колонку под названием «Русское написание фамилии», чтобы облегчить поиск? Est-ce qu'il y a en effet déjà la rubrique pour faire la recherche de translittération russe de nom de famille? On a déjà, je crois, répondu à cette question, mais quand même, je vais lire toutes les questions qu'il y en a. Donc, on a effectivement commencé à rentrer des orthographes russes en cyrillique pour un nombre de défunts, mais il reste encore énormément de travail à faire. Hein. Ce n'est pas une translittération automatique, c'est un travail qui est fait à la main en allant vérifier sur les tombes parfois quelle est l'orthographe correcte. Mais pour les versions françaises, russes, anglaises, les translittérations les mêmes. Donc, ce sont des mêmes bases de données? Oui, oui. Bon, je ne vais pas vous montrer l'administration, mais effectivement, contrairement à d'autres systèmes comme WordPress ou quoi que ce soit, le système à la base était conçu pour être trilingue et pour pouvoir faire la correspondance entre toutes ces données. Donc, c'est bien une base de données unique et pas 3 bases de données différentes en fonction de la langue. Georges von Rosenschild спрашивает, demande à qui on envoie des corrections, des compléments d'information, précisions sur l'orthographe, date de naissance ou de décès. Répétons. Comme s'il ne savait pas. À moi. Да.
Оксана Компаниц, спасибо вам за ответ. Обязательно свяжусь с вами по указанному вами мейлу. Еще один вопрос. До какого... Madame Kompanitz vous contactera par mail suite à ces questions. Puis, la question suivante, c'est jusqu'à quelle année votre base de données elle est déjà complétée? C'est jusqu'à quelle année? Alors, on a rentré toutes les données jusqu'à la fin 2020 et depuis le début, en tout cas sur toutes les concessions qui n'ont pas expiré. Donc, il nous reste l'année 2021 à rentrer. Il y a quelques données qui ont été faites, mais à un moment ou à un autre, il faudra aussi qu'on travaille en collaboration avec la mairie pour que le système soit alimenté en permanence et de façon continue. Mais pour l'instant, ce travail de renseignement des données s'est reposé sur nos chers stagiaires que nous ne remercierons jamais assez. Une petite précision, je reviens un peu en arrière. Enfin, deux choses importantes. C'est qu'au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, cimetière russe, quelquefois, vous allez voir des petites pancartes pour dire que la concession est arrivée à échéance. Bon, mais rassurez-vous, enfin, jamais personne n'a été exhumé. Il y a eu quelques exhumations, mais c'était à la demande des familles ou de la Fédération de Russie, je ne sais pas, comme Shmilov, par exemple, qui est enterré au cimetière et qui est parti à Donskoï, ou alors la femme et la fille du général Denikin, qui sont aussi partis à Donskoï, je crois également. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, oui, dans les deux livres que l'on a fait, on avait pris une règle, c'est que le nom de famille, on prenait ce qui était gravé sur la tombe, à chaque fois. Après, alors c'était juste, c'était pas juste, je ne sais pas, mais on a toujours pris ce qui était gravé sur la stèle ou sur la croix. Я добавлю только то, что к нам тоже часто поступают тревожные сообщения о том, что... Moi, je souhaiterais rajouter comment ça, parce qu'on voit sur tel ou tel tombe, la concession, elle arrive à expirer. Moi, je souhaiterais vous expliquer parce que c'est l'ambassade qui travaille sur les concessions. 3 ans avant la fin de l'expiration de la concession, la liste et de toutes ces concessions est transmise par la mairie à l'ambassade, et puis c'est l'ambassade qui procède au paiement des concessions à expirer. Irina Pavlova vous pose les questions que l'on a déjà posées. Mes proches sont enterrés à Sainte-Geneviève-de-Bois. Elle a laissé son adresse mail. Je vous transmettrai, donc vous pourrez coopérer avec Irina. Et moi, je crois que la dernière question, ce sera la question de Sergei Bebov, l'historien spécialiste de l'histoire russo-française. Vous le connaissez, je crois. C'est notre partenaire et notre ami, j'ai le plaisir de vous le dire. La personne qui connaît parfaitement bien le cimetière de Sainte-Geneviève-de-Bois. Il a entrepris à plusieurs reprises des projets liés à la mémoire historique, à la préservation de mémoire militaire. Monsieur Debov, si vous êtes prêt, moi, je peux vous donner la parole afin que vous puissiez poser la question en ligne, et je vois que vous êtes déjà connecté. On va essayer de mettre l'image sur l'écran. Monsieur Debov, allez-y. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Et je souhaiterais tout d'abord remercier toutes les personnes présentes dans la salle qui ont consacré tout leur temps à ce site-là. Monsieur Volkov et la Maison Russe aussi. Oui, on vous entend très bien, ne vous inquiétez pas. J'ai été étonnée que le site, quand même, le contenu de ce site est pris partiellement de Wikipédia. Moi, je conseille quand même, vivement, je vous recommande d'utiliser la source encyclopédique où il y a beaucoup plus d'informations là-dessus. Et je souhaite vous rappeler que maintenant, nous travaillons sur
la sépulture d'Anne Varanko, vous connaissez, c'est la sépulture militaire de la résistance et nous espérons avoir l'autorisation pour ces travaux, sinon on va renouveler notre demande pour ces travaux-là et on espère mettre une plaque commémorative à Anne Gumeni. On a vu tous que son adjoint a été enterré dans une autre sépulture militaire. Je vous remercie beaucoup de votre travail et je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de vous recommander cette source encyclopédique qui pourrait être utile pour votre travail. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, Isabelle Stanevich. Moi, je voulais savoir si le carré géorgien a été cartographié parce que mon grand-père est géorgien et je ne l'ai pas trouvé sur votre site. C'est Ilias Danevich, Iliasd. Donc, il est au carré géorgien, en fait. Enfin, il a été enterré au carré géorgien. J'avais même vu sur Internet une photo de sa tombe. Mais honnêtement, je ne suis jamais allée, donc je ne sais pas du tout. Parce qu'il y a des interprètes, il y a des spectateurs. Oui, avec le micro, s'il vous plaît. Oui, donc je disais que je crois que ce que vous cherchez, c'est pas Sainte-Geneviève, c'est certainement à Leuville, c'est pas très loin de Sainte-Geneviève, et là, il y a un grand carré géorgien, enfin, bon, il y a 200 tombes à peu près. Il y a peut-être la personne de votre famille qui repose dedans. Demandez à la mairie de Leuville. Leuville, Leuville-2LE, c'est pas loin de Sainte-Geneviève. Hein. Gérard Pajon. Je crois qu'on peut conclure. Est-ce qu'on peut vous demander faire donc tirer une conclusion? Oui, je crois que donc vous, en tant que concepteur, directeur. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on a déjà une belle soirée, intéressante, enrichissante. Moi, j'ai appris des tas de choses. Je débute, hein, il faut dire ce qui est. Hein. Ça fait 2 mois que je suis président. Donc, on a énormément de chantiers devant nous. C'est intéressant, c'est palpitant, mais il va falloir travailler sérieusement pour que les choses puissent se mener de front. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. Я хотел бы вспомнить слова Константина Ильича Могилевского, который сказал, что да, Moi, je souhaiterais citer Constantin Mogilevski qui a évoqué aujourd'hui que ce projet est lancé, mais il nous faut réfléchir aux conférences avec la présence d'experts de Russie et de France de niveau professionnel, si vous voulez. Je crois que cette rencontre a jeté une très bonne base, une base solide pour les rencontres des professionnels entre les professionnels. Tout le monde parle du contenu de cette carte interactive et à mon avis, ce qui est important, les personnes, tous nos compatriotes qui ont dans leurs archives des documents, des papiers, des photos, grâce à eux, on pourrait voir des sources, de vraies sources authentiques. Et moi, je m'en souviens très bien, des gens montés sur cette scène qui ont parlé avec leur archive familiale du corps expéditionnaire russe, de l'exode russe, des reliques, et ils ont parlé des reliques de leur famille. Et en effet, je souhaiterais vous dire que ces objets ils sont précieux et ils ont une valeur pas uniquement pour eux, mais pour nous tous. Et grâce à eux, nous pourrons construire cet grand ensemble de notre patrimoine culturel à l'étranger. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Nous espérons vous revoir dans la Maison Russe.